Mesdames, Messieurs, bonjour. Comme tous les dimanches, à partir de 13 heures, nous avons un immense plaisir de vous retrouver sur la 98.7 Océan FM. Je rappelle à ceux qui nous suivent que cette émission s'appelle Océan Politique. C'est une émission qui traite de l'actualité politique. Nous invitons les acteurs de la société civile, les acteurs politiques également de tous bords, à nous joindre dans cette émission pour discuter, échanger, analyser les faits saillants de l'actualité politique de notre pays. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir M. Alioune Diop. Bonjour, M. Diop. Bonjour Abdou, bonjour à tous les éditeurs de la région Océan. Qui est Alioune Diop Badou? Alioune Badara Diop, n'est-ce pas? Il est membre du directoire national du Parti des libéraux et démocrates, And Soxali Askan Wi. Effectivement, c'est ça. PLD. Il est également responsable politique à Dagana. Le président de votre parti est Oumar Sarr, qui était ancien ministre des Mines et de la Géologie, n'est-ce pas? Effectivement, c'est lui-même. Okay. Vous avez un petit mot à rajouter sur ce bref profil? Pas grand-chose à rajouter, Abdou. Vous avez extrêmement fait les résumés de mon parcours politique et aussi de mon parti qui est le PLD And Soxali, qui est un parti qui est nouvellement créé. Nous sommes nés juste il y a de cela 4 ans sur les flancs du PDS, comme vous le savez déjà. C'est ça, oui. Ok. Alors, parlons d'abord de votre parti, de votre leader politique, Oumar Sarr. Je pense... Ancien secrétaire général adjoint du PDS. Et ses compagnons ici avaient estimé que le PDS ne répondait plus aux aspirations de ses militants. Alors, ils avaient décidé de quitter le PDS. C'était quoi ces aspirations-là? Des aspirations purement libérales, vous le savez tous. Oumar, il a eu à cheminer avec le président Wade pendant une vingtaine d'années, je pense. Il a été maire de Dagana de 1996 jusqu'à maintenant, il est toujours maire de Dagana. Il a cheminé avec le président Wade en étant dans l'opposition, il a cheminé avec le président Wade en étant dans le pouvoir avec lui de 2000 jusqu'à 2012. Par la suite, il a été maire, il a été coordonnateur du PDS, comme vous le savez. Après, il y a eu des comment dirais-je, comment pourrais-je l'appeler, des malentendus au sein du PDS. C'est pourquoi il a quitté le PLD, comme vous le savez tous. Comme ça arrive dans tous les partis politiques. Comme ça arrive dans tous les partis politiques. Il a eu à quitter le PDS. Bon, il n'a pas été seul quand même. Hein. Il est avec Medsal, il est avec... Babacar Gaye. Babacar, tonton Babacar, que je salue au passage, il n'est plus avec nous malheureusement. Ok. Voilà, il a jugé utile peut-être de faire sa route. Voilà. Il y a aussi Maître Amadou Sall, Tata Mbendendjaï qui vit au Canada, qui est vice-président du parti. Il y a aussi la grande syndicaliste Baro Nyong, entre autres. Ok. Alors, il quitte le PDS, Oumar Sarr, Babacar Gaye, Amadou Sall. Alors, c'est définitivement scellé. Oumar Sarr et ses compagnons promettent une alternance crédible avec un nouveau parti, de nouveaux modes d'organisation et de fonctionnement pour une action politique repensée qui mettra le citoyen au cœur des préoccupations. Est-ce que véritablement vous avez atteint votre objectif sur ça? Notre objectif, nous essayons de faire en sorte que le citoyen sénégalais, le citoyen sénégalais déjà se sent bien dans son propre pays. C'est pourquoi nous avons ce qu'on appelle le programme fondamental du parti qui a été bien pensé par des grands intellectuels, par des grands cadres qui sont dans ce parti. Un programme fondamental que les Sénégalais, que nos militants ont adapté. Les gens ont tendance à dire que le PLD c'est un nouveau parti. Certes, c'est un nouveau parti, mais grand par la taille. Parce que nous avons eu à participer à 2 élections locales comme législatives. Et au sortir de ces élections, nous avons eu à avoir 500 et quelques conseillers municipaux, ce qui n'est pas une mince chose aussi, hein, pour un parti qui vient de naître, comme on dit. Ok. Alors,
votre leader Omar Sarr était tellement proche de Wade, de Maître Wade, Abdoulaye Wade, qui lui a tout donné. Vous l'avez dit tout à l'heure. Est-ce que c'était impératif? C'était un impératif de quitter Wade pour rejoindre Macky Sall? Parce que vous savez quand Omar Sarr quand le PDS, quand nous quittions le PDS, l'objectif ce n'était pas de rejoindre Macky Sall. Okay. Par la suite, avec ce qui s'est passé, il y a eu le dialogue national. Omar Sarr a jugé nécessaire d'y aller. C'est Macky Sall qui lui a tendu la main. Oui, Macky Sall a tendu la main au PLD, à Omar Sarr. Okay. Omar Sarr est juste le président du PLD, mais il n'est pas le PLD. Okay. Il n'y avait pas qu'Omar Sarr, il y avait Maître Sall et entre autres les gens. Avant de partir rejoindre le président Sall, il a demandé à la base. Il a demandé même au plus petit militant. Le plus petit militant a été consulté. Ok. C'est ça qui a fait en sorte que nous sommes partis avec Macky Sall jusqu'à la plainte du pouvoir. Ok. Son pouvoir. Ok. Vous êtes maintenant avec Macky Sall dans une coalition et votre responsable avait été nommé ministre des Mines et de la Géologie, n'est-ce pas? Oui, pendant 4 Alors, ans. quel bilan faites-vous avec cette compagnonnage, avec ce compagnonnage avec Macky Sall, le président Macky Sall? Au sein du ministère des Mines ou bien oui, de manière générale. Vous savez, hier, le Benno Bokk Yakaar a publié hier un livre blanc sur le bilan du président Macky. Du président Macky Sall. Je n'ai pas eu à consulter exactement le livre blanc, je ne l'ai pas encore consulté. Mais sur le peu que je sais, c'est que le bilan est plus que positif. Sur le plan infrastructure, vous avez vu ce qui s'est passé. Il y a le TER, le BRT. Sur le plan humain aussi, le Sénégalais maintenant se sent fier là où il est, en fait. Là où il est, par exemple, quand le Sénégalais sort du Sénégal, tu sens bien qu'il est fier d'être Sénégalais. Et ça, c'est important. Voilà. Okay. Le bilan, il est plus que positif. Mais c'est un bilan matériel que vous énumérez ici. Alors, le bilan immatériel. Comme par exemple, sur le plan démocratique. Oui, sur le plan démocratique, sur le plan de la justice. Est-ce que vraiment vous avez rehaussé le niveau dans ces domaines-là? Sur le plan démocratique, vous savez, le plus grand bilan de Macky Sall, c'est d'avoir organisé des élections et ne pas y participer. Dans l'histoire politique du Sénégal, il n'y a jamais eu, je pense. Mais il avait fait 2 mandats, il devait partir. D'accord, il avait fait 2 mandats, ça on n'en disconvient pas. Mais est-ce qu'il n'avait pas le droit à un 3e mandat? Et pourtant, il a renoncé à ça. En tout cas, les avis sont tranchés par rapport au juste quand même. Il y a des ceux qui disent qu'il avait le droit de faire un 3e mandat et pourtant il a pris le courage de ne pas le faire. Que nous dit la Constitution? Nul n'a le droit de faire un 3e mandat successif. Effectivement, mais le Conseil constitutionnel a tranché, je pense. Okay. A tranché. Il y a certains constitutionnalistes qui disent le contraire, qui disent qu'il pouvait faire un 3e mandat et pourtant il ne l'a pas fait. Ça, d'abord, sur le plan démocratique, c'est une grande avancée. Ok. Alors, vous êtes parti à l'élection présidentielle et Amadou Ba était votre candidat. On vous a battu dès le premier tour en tant que coalition au pouvoir. Quelles sont les failles de votre défaite? Il faut d'abord féliciter la maturité du peuple sénégalais. C'est le peuple sénégalais qui a voulu lancer un message là-bas. Le peuple sénégalais a déjà dit que non, on ne va plus accorder votre confiance, on va la donner à une autre personne. Ça, il faut juste magnifier la maturité du peuple sénégalais. Cette défaite, nous la prenons avec maturité aussi, avec philosophie. Et est-ce que la candidature de Amadou Ba était unanime dans votre coalition? Parce qu'il y a eu beaucoup de soubassements par-ci, par-là. Bon, il y a des choses qui se disent par là, mais tu sais, moi je ne suis pas dans le secret des dieux. Il y a des gens qui disent que, bon,
il n'a pas été soutenu comme il le fallait. Bon. En ce qui concerne le PLD en Sokoli, qui est mon parti, nous sommes battus sur le terrain. Nous avons gagné dans beaucoup de nos bases affectives. Dans beaucoup de nos bases. Est-ce que dans votre fief, vous avez gagné? À Dagana, oui, nous avons gagné là-bas. Ok. Donc, jusqu'à présent, à Dagana, M. Omar Sarr règne comme maître là-bas. Omar Sarr et Dagana, c'est une longue histoire d'amour. C'est une histoire d'amour, c'est l'enfant du terroir. Les Daganois portent Omar Sarr dans leur cœur. Okay. Quand Omar Sarr gagne, c'est plus un événement là-bas. Ok. D'accord. Alors, vous êtes toujours dans la coalition Benno Bokk Yakaar ou bien vous comptez sortir un jour? Car Benno ne parle plus le même langage. Il y a des dissensions maintenant. Bon, vous savez, nous sommes dans Benno, mais aussi, comment dirais-je, nous sommes en train nous avons créé un nouveau bloc de libéraux et démocrates. Nous travaillons en parallèle dans Benno, mais aussi il y a le nouveau bloc des libéraux et démocrates que nous avons créé avec plus de 44 partis. Okay. D'ailleurs, la période du président Macky Sall y est aussi. Ah, c'est une forte coalition. Hein? Alors, vous parlez du nouveau bloc des libéraux et démocrates, BLD, n'est-ce pas? Alors, quels sont vous pouvez citer quelques partis qui composent ce bloc-là? Vous pouvez nous en citer quelques? Il y a le LDR du président Fada, Fada, il y a la payeur du président Macky Sall, il y a le PLD aussi. Ok. Et Idrissa Seck? Idrissa, il est également lié aussi. Réumi, effectivement. Alors, donc vous nous parlez des anciens libéraux? Des libéraux de chair et de cœur. De chair et de cœur. Mais alors, à un certain moment de l'histoire politique du Sénégal, alors ces libéraux étaient éparpillés. Il n'y avait plus d'entente. Alors maintenant, vous n'êtes plus au pouvoir, vous n'êtes plus au PDS. Vous vous regroupez sur quelle base? On se regroupe on se regroupe. Déjà le bloc, c'est pas un bloc qui est électoral. Il faut le souligner. Pour l'instant, c'est pas un bloc électoral. Mais vous savez, nous les libéraux, on a jugé nécessaire de s'unir d'abord pour faire face aux dérives du nouveau régime. Du nouveau régime. Effectivement. Est-ce que vous préparez les législatives? Les prochaines législatives? Forcément, on prépare ça. On prépare ça après avec des discussions qui sont toujours d'actualité. On travaille dans le bloc, on réfléchit sur des chemins électoraux. Ok. Alors, le Parti démocratique sénégalais, PDS de Karim Wade, est absent dans cette formation, dans ce bloc-là. Comment expliquez-vous cela? Bon, en ce qui concerne le PDS, je ne vais pas trop m'avancer sur ça, mais il y a des pourparlers qui sont d'actualité. Nous sommes en train d'en parler avec eux. Et espérons qu'on trouvera un terrain d'entente. Parce que le PDS, c'est le parti, le PDS, quand on parle de libéral-démocrate, c'est l'âme. C'est l'âme du libéralisme ici, du libéral-démocrate ici au Sénégal. Ok. Alors, quand vous me parlez d'un bloc démocratique, avec Modou Diagne Fada, avec le président Macky Sall, de Réumi Idrissa Seck, et vous, votre parti, PLD, de Omar Sarr. Alors, est-ce que vous croyez que cette coalition va donner quelque chose? Parce que durant toutes ces années, ce qu'on a constaté sur le terrain politique, alors que ces partis traditionnels régressent de plus en plus. Parce qu'il y a une autre tendance qui est là. C'est mon avis qui est personnel. Je pense qu'il faut refonder ces partis traditionnels. Vous savez, comme vous l'avez peut-être remarqué, et la majorité des Sénégalais l'ont remarqué aussi, le paysage politique sénégalais s'est rajeuni. Vous savez, on a un président qui a 45 ans, un premier ministre qui a moins de
qui a moins de 50 ans. Je pense que il doit y avoir une certaine recomposition au niveau des partis traditionnels. C'est-à-dire il faut responsabiliser un peu plus les jeunes. Tout à fait. Et c'est en train d'être fait au niveau du parti, de mon parti, je veux dire. Certes, il y a le présidium, il y a des présidents ambassades qui sont des mastodontes au niveau de la politique, ils sont plus aussi jeunes que ça, c'est vrai. Mais au niveau du directoire, le directoire national est fortement renforcé par des jeunes et beaucoup de postes stratégiques sont aujourd'hui occupés par les jeunes. Ok. Mais est-ce que les jeunes seront devant et peut-être les anciens vont les accompagner? Personnellement, moi je milite, on va bientôt aller dans les élections. Moi je milite pour que beaucoup plus de jeunes soient investis sur les listes électorales, en tout cas sur les listes des libéraux et démocrates. Surtout pour la bataille sur le terrain, parce que la réalité, les donnes ont changé maintenant. Les donnes ont changé, il va falloir s'adapter aussi aux réalités politiques sénégalaises qui est très juvénile. Tout à fait. Parce que ces anciens politiciens-là, alors maintenant ils commencent vraiment, ils le savent très bien, ils commencent à être maintenant complètement écarté par la jeunesse, parce que c'est la jeunesse maintenant qui porte maintenant la politique. Effectivement, mais vous savez aussi, il faut pas aussi négliger leur apport. Mais c'est important, leur expérience. Effectivement, ils sont expérimentés dans ils doivent savoir que la réalité maintenant politique a changé maintenant et qu'ils poussent au moins qu'ils fassent la promotion des jeunes de leur parti. Effectivement, c'est ce que je suis en train de dire. Et ça, c'est important. Moi, en ce qui me concerne, je ne peux parler qu'au nom de mon parti. Je ne sais pas ce qui se passe dans les autres partis. Je ne connais pas la réalité des autres partis. Mais au sein de mon parti, qui est le PLD en Sokoli, beaucoup de jeunes sont maintenant responsabilisés. Nous allons bientôt réorganiser la partie, vendre des cartes, faire des placements des cartes. Et sous le peu que je sais qu'il y aura beaucoup de jeunes qui seront responsabilisés dans les principaux départements et communes. Ok. Alors, il y a une recomposition qui est en train d'être faite. Peut-être vous, votre bloc, vous avez déjà réuni plus de 40 partis politiques. Alors, d'un autre côté également, les autres sont en train de travailler. Alors, pour le moment, qui est le leader de l'opposition actuellement? Bon, si je me réfère à la Constitution, inévitablement c'est lui de l'opposition. Si on se réfère à la Constitution. Alors, est-ce que Amadou Ba est toujours dans Benno Bokk Yakaar? Parce que... Bon, vous savez, je ne veux pas parler au nom d'Amadou Ba. Vous savez, je ne veux pas parler mais vous êtes acteur politique et vous êtes dans Benno. Vous pouvez faire le constat. Parce que depuis l'élection présidentielle, alors, il n'a pas parlé. Alors, on voit souvent le président Macky Sall qui est à l'extérieur, qui a la mainmise sur ce parti-là, et qu'il a même confié les rênes du parti au président de l'Assemblée nationale et non à Amadou Ba. Donc il y a un problème sérieux. Vous savez, Amadou même si Ba, vous ne le dites pas, mais il y a un problème sérieux. Amadou Ba, il peut avoir son agenda à lui. Okay. L'agenda d'Amadou Ba, ce n'est pas l'agenda du PLD. C'est bien vrai que nous sommes dans Benno. Et j'ose espérer qu'il est toujours dans Benno. Parce qu'il n'a pas posé d'acte ou bien dit le contraire jusqu'à présent. Okay. Alors, c'est vrai. Alors, votre coalition, Benno Bokk Yakaar, est majoritaire à l'Assemblée nationale, n'est-ce pas? Le camp présidentiel vit sous la menace constante d'un bras de fer qui ne présage pas d'une victoire assurée d'avance. N'est-ce pas une logique de dissoudre l'Assemblée nationale? Déjà, pour moi, la dissolution de l'Assemblée est arbitraire d'abord. Pourquoi? Arbitraire dans la mesure où... Je vais te donner une petite anecdote. Allez-y. Vous savez, il y a de cela 2 ans ou 2 ou 3 ans, je ne sais pas, lors des élections législatives, l'actuel camp présidentiel qui était jadis dans l'opposition, il militait pour qu'il n'y ait pas une majorité mécanique. Aujourd'hui, c'est ce même camp qui veut la majorité mécanique.
pouvoir régner à l'Assemblée nationale. En fait, ils veulent taire l'opposition. Ils veulent faire taire l'opposition. Ils veulent faire taire les Sénégalais. Mais pour gouverner, il faut avoir la majorité. Sinon, vous risquez d'être contraindre par... Pour gouverner, il faut gouverner de manière collégiale. Il n'a jamais été écrit qu'il faut gouverner d'une main de maître, il faut gouverner seul et il faut obligatoirement avoir Depuis le Sénégal est indépendant, alors, tous les présidents qui sont élus ont la majorité à l'Assemblée nationale. Alors pourquoi ils théorisaient qu'il ne doit pas y avoir de majorité mécanique il y a de cela 2 ans? Oui, mais être c'est insensé. Tu peux pas combattre quelque chose il y a de cela 2 ans et vouloir cette même chose maintenant. Mais être majoritaire à l'Assemblée nationale ne veut pas dire être majoritaire mécanique comme ça se faisait. Peut-être il y aura des changements par-ci, par-là. Tu sais, à mon avis, je pense que leur idée est simple. Je veux gouverner. Je veux gouverner de telle sorte que l'opposition n'aura pas de voix. Je veux faire de telle sorte que l'opposition ne sera pas entendue. C'est ça, il n'y a pas autre chose. Et quelle sera votre position sur cette dissolution de l'Assemblée nationale? Bon, je pense qu'il y a des gens qui disent que l'Assemblée sera dissoute d'ici le 12 septembre. Bon, on verra ce que ça va donner. Okay. Mais de toute façon, nous, on se prépare et ce que je peux dire, c'est que la bataille sera rude. Oui, la bataille sera rude. Alors, parlons, parce que le président Bassirou Diomaye Faye avait promis aux Sénégalais, toutefois au pouvoir, alors d'éliminer certaines institutions comme le HCCT et le Haut Conseil économique et social. Je pense que et là, il faut passer, parce qu'on ne peut pas dissoudre ces institutions-là, alors sans passer par l'Assemblée nationale. Déjà, la suppression de ces institutions, je pense que c'est inopportun d'abord. Je pense que le président Diomaye devrait beaucoup plus penser à refonder ces institutions que de les dissoudre. Pourquoi dissoudre? Il n'y a pas de raison de dissoudre. Les gens vont me dire qu'ils vont économiser 15 milliards. Mais c'est des institutions budgétivores. Budgétivores, non. Comme on a l'habitude de dire. Vous savez, si ces institutions sont importantes, si c'est important, mieux vaut les refonder et les maintenir. Pas besoin de supprimer juste parce que je veux supprimer, juste parce que je veux honorer mes engagements électoraux. Non. Il faut refonder. Je pense qu'il devait beaucoup plus penser à refonder Mais est-ce que ces institutions ont un impact sur la population? Qu'est-ce qu'elles font réellement? Vous savez, les conseils que la HCC fournissent au président, c'est important. Est-ce que tu es déjà allé dans le fin fond du Sénégal? Dans le fin fond du Sénégal, là-bas c'est autre chose. Hein. Les gens ont besoin qu'on porte leur voix, qu'on porte leur voix parce qu'ils vivent dans des milliers de kilomètres de Dakar. Okay. Le président ne peut pas avoir toutes les informations. Ils ont besoin de gens qui portent leur voix. Okay. Mais est-ce que les députés ne peuvent pas jouer ce rôle-là? Bon, je dis pas le contraire aussi, hein, mais l'HCC aussi a son mot à dire et à son importance aussi. Ok. Je rappelle à nos chers auditeurs que nous recevons sur cette antenne M. Alioune Badara Diop, qui est membre du PLD, parti dirigé par M. Omar Sarr, ancien ministre des Mines et de la Géologie. Alors, M. Diop, le bras de fer qui oppose le Premier ministre et le bureau de l'Assemblée nationale sur le règlement intérieur, est-ce que la coalition Benno Bokk Yakaar ne devrait-elle pas faciliter la réactualisation des dispositifs du règlement intérieur?
de l'Assemblée nationale relativement à la fonction du Premier ministre pour qu'on n'en arrive pas là où nous sommes aujourd'hui? Le blocage. Je pense que ce blocage est inopportun aussi. Vous savez, le Premier ministre, il devait beaucoup plus penser au dialogue. Moi, je suis quelqu'un qui est fondamentalement ancré dans le dialogue. Je milite toujours pour un dialogue. Les gens ont tendance à dire que le PLD c'est un parti de dialogue. Oui, c'est un parti de dialogue. Moi personnellement, j'aurais préféré qu'il y ait beaucoup plus un dialogue que tous les acteurs politiques, que ce soit le Premier ministre, que ce soit les députés, que ce soit le président de l'Assemblée nationale, qu'il y ait beaucoup plus un dialogue, que les deux pouvoirs, l'exécutif et le législatif se consultent un peu plus. Je pense que s'ils se consultaient, ce blocage n'aurait pas lieu. Alors, en tout cas, il y a un réel blocage et chacun se renvoie la balle. Bon, il se renvoie la balle, certes, mais à mon avis, je pense que le Premier ministre devait prendre son courage à deux mains et venir se présenter à l'Assemblée nationale. Alors, on verra de toute façon si la situation va se débloquer. Alors, si ça perdure, nous assisterons à une dissolution de l'Assemblée nationale, ça c'est sûr. Certains observateurs disent que la dissolution est inévitable. Moi, en tant qu'acteur politique, je crois aussi. Ok. Alors, quels sont les risques d'une dissolution de l'Assemblée nationale? Tu sais, il y a déjà une crise institutionnelle. Tout le monde l'a remarqué. Il y a déjà une crise institutionnelle. Le pouvoir, déjà l'exécutif voit l'Assemblée comme un chien de faïence. L'Assemblée nationale qui est élue, qui est démocratiquement élue par le peuple, ne fait que jouer son rôle. Mais aussi maintenant, si l'exécutif veut à tout prix liquider le législatif, c'est autre chose. Okay. La crise est vraiment profonde. C'est profond. Ok. Alors, abordons maintenant un autre sujet. Le sujet sur l'ONAS. L'ONAS, Office national de l'assainissement. J'espère que vous suivez ce dossier-là. Bon, pour moi personnellement, le président Diomaye devrait prendre son courage à deux mains. Je ne peux pas comprendre qu'un directeur et son ministre comment dirais-je, on a un réel problème de gestion. Tu oses démettre le directeur national de la LONASE, M. Dr Chadien, sans pour autant savoir les réels problèmes qui sont au sein de la LONASE. Je pense que le président Diomaye devrait prendre son courage à deux mains et essayer d'auditer ce qui se passe réellement à la LONASE. Mais on a limogé le DG, le Cherdien, qui a été limogé. Alors, tire jusqu'à présent sur le ministre, Cheikh Tidiane Dièye. Alors, le ministre, pour le moment, ne répond pas. Vous en dites quoi? C'est irrespectueux de la part des Sénégalais. Ce sont les Sénégalais qui t'ont élu. S'il y a des choses, il y a une malaise au sein de ton département, tu dois sortir. Tu prends ton courage à deux mains, tu parles aux Sénégalais, tu leur dis de quoi il s'agit dans ce dossier. On ne peut pas t'interpeller, tu amènes en conférence de presse des chefs de division. Mais est-ce qu'il n'évite pas la polémique? La polémique, elle existe déjà. La polémique, déjà, c'est eux qui nous ont vendu une utopie. Ils ont dit qu'ils étaient les plus propres. Il y aura du tube, du bol, du bandit, ce genre de choses là, des slogans à dormir debout. Et là, on se rend compte que c'est une utopie. Il doit prendre ses courages à deux mains et aller se présenter devant la presse. Si j'étais lui, j'allais même directement démissionner de mon poste jusqu'à qu'on fasse la lumière dans cette affaire. Mais ce qu'on constate, il est toujours ministre, il a la confiance, ça veut dire qu'il a la confiance du président de la République et de son père, le Premier ministre. En fait, c'est deux de ses alliés qui se créent le Seigneur, il a juste fait un choix.
il a liquidé l'autre et a liquidé l'autre à son poste. C'est simple. Ok. Alors, une pétition a été lancée. Et ce qu'on a constaté, qu'il y a eu plus de 75 000 signatures. Donc ça veut dire que les Sénégalais veulent savoir ce qu'il y a dans cette affaire. Effectivement, il paraît même qu'une enquête parlementaire a été initiée par notre camarade Moussa Diakhaté, avec qui est le président, qui est membre du bloc des libéraux aussi. Hein. Et nous sommes, moi au sein du PLD, nous apporterons notre soutien au camarade Moussa Diakhaté pour que cette affaire soit élucidée. Alors, parlons de toute autre chose. La recrudescence des accidents sur les routes. Une vidéo, je pense que vous avez vu cette vidéo-là lors du Grand Magal de Touba. Une vidéo fait le buzz sur les réseaux sociaux. Alors, est-ce que cette vidéo que vous avez vue certainement ne confirme pas la thèse de l'impolitesse de certains chauffeurs? Vous savez, ça nous interpelle tous. Hein. Ça nous interpelle tous en tant que quelqu'un qui suit tout ce qui se passe au Sénégal, en tant qu'acteur politique d'abord. Je pense que les Sénégalais devraient faire beaucoup plus. Les Sénégalais devraient être beaucoup plus, devrait faire beaucoup plus attention par rapport à ça. Mais aussi l'État aussi a son mot à dire par rapport à ça. Vous savez, l'État c'est le garant de la sécurité, de tous les citoyens. Et le ministre des Transports, lui qui voulait que le ministre de la République démissionne car il y avait des défaillances au niveau de son ministère, c'était à lui de démissionner aussi. Parce que j'ai lu un de ses posts Facebook quand il disait que Mansour Faye, je pense, devrait démissionner parce qu'il y a des accidents de la route. Maintenant, c'est lui qui est impliqué. Est-ce qu'il va démissionner? On verra. Est-ce que c'est le ministre qui est responsable, tu me diras. Oui, qui est responsable de ces accidents-là? Ou bien ce sont les citoyens? Est-ce que le ministre... D'accord, le ministre... Quelqu'un qui n'est pas responsable, est-ce qu'il doit démissionner? Mais attends, mais c'est lui qui disait que Mansour Faye devait démissionner parce qu'il y a des recrudescences des accidents. Okay. Il n'a qu'à s'appliquer ça lui-même. Okay. Alors, depuis qu'il est là, le ministre dont vous parlez, c'est El Malik Ndiaye, qui est le ministre du Transport. Alors, depuis qu'il est là, on voit qu'il est en train de faire d'excellent travail, mais le problème est profond, n'est-ce pas? Excellent travail dans quel cadre? Dans le cadre du transport. J'ai pas vu d'acte majeur qu'il a posé. Par exemple, les grands événements qu'on avait l'habitude de voir, où les voyageurs rencontraient des difficultés énormes. Vous savez, Abdou, il ne suffit pas juste de se déplacer à la gare de Beau-Maraîcher, faire du populisme et être avec la presse et se dire que je fais d'excellent travail. Mais les populations ont très bien apprécié ces gestes-là. Quelle population? Personnellement, j'ai jamais vu quelqu'un qui apprécie ça, parce que tu peux pas te déplacer avec la presse, amener beaucoup de gens là-bas et se dire que je fais d'excellent travail. D'excellent travail, il n'a qu'à faire dans son bureau. Tout ça, c'est du populisme, à mon avis. S'il faisait d'excellent travail, il n'y aurait pas tous ces accidents quand même. Ok. Alors, parlons un peu du livre blanc publié hier, la publication du livre blanc de Macky Sall. Alors, on en a parlé un peu au début de l'émission. Il faut qu'on en revienne encore parce que c'est important. Alors, on a chanté les louanges du président Macky Sall là-bas. Mais ce qu'on constate, que le président Macky Sall durant son magistère, a fait beaucoup de choses, beaucoup de réalisations dans le domaine des infrastructures.
ça, nul ne peut le nier, n'est-ce pas? Mais ce qu'on constate, le président Macky Sall a laissé ici une dette de 80%. Est-ce que c'est un bilan positif ou négatif? Si vous avez réalisé toutes ces infrastructures-là et laissé une dette de 80%. Économiquement, les États-Unis, c'est la plus grande puissance au monde. Son taux d'endettement est de 90%. Il n'y a aucune nation qui s'est développée sans s'endetter. Il n'y en a pas. Ok. C'est la seule réponse que vous donnez sur ça? Donc, parce que quand il était là, quand il venait, c'était 60%, et maintenant, quand il repart, c'est à 80%. Pour moi, le bilan de Macky Sall, il ne faut pas juste le juger sur son taux d'endettement. Comme je l'avais dit, il n'y a pas de nation qui n'est pas endettée au monde. Les plus grandes puissances sont endettées. Tu ne peux pas aspirer à l'émergence sans s'endetter, c'est impossible. Qu'est-ce qui finance les choses? Ce sont les bailleurs qui financent. Comment ils financent? Nous savons tous comment ils financent. Ce sont les bailleurs, les infrastructures, ce sont les bailleurs qui les financent. Ce sont la Banque mondiale et autres. C'est eux qui les financent. Forcément, pour réaliser certaines choses, il va falloir s'endetter. Mais d'abord, je suis d'accord, il faut s'endetter de manière intelligente. Ok. Alors, et le bilan immatériel? Ce qu'on a constaté là, durant votre magistère, parce que vous étiez avec le président Macky Sall, la justice, tout le monde a pleuré de cette justice-là. Alors, est-ce que ça, la corruption également, l'impunité, les détournements de deniers publics, alors, tout ça... Les détournements qui n'ont jamais été prouvés. Quand vous me parlez de détournement, j'aimerais bien qu'on s'attarde sur ça. Quels sont les gens qui ont été épinglés par détournement? Je vous donne un exemple, par exemple. Il y a l'argent de la Covid. Ouais. Tout le monde en parle. L'argent de la Covid, il y a le rapport de la Cour des comptes. Mais est-ce que le procureur a dit d'ouvrir des enquêtes par rapport à ces gens? Le procureur a juste justifié certaines dépenses. Et je pense que même il y a des ministères où on les a demandé de justifier certaines dépenses. Et je pense que ces dépenses-là ont été justifiées par ces ministères. Si ce n'était pas le cas, il y aurait forcément des procédures judiciaires en l'encontre de ces gens. Donc vous croyez que ces dossiers-là ont été déjà bouclés parce que on a fait des justifications? Au moins où ces dépenses ont été justifiées, oui. On verra de toute façon. En tout cas, la reddition des comptes, il y a la publication sur la gestion des deniers publics. Donc, peut-être la justice va faire son travail et éclairer les lanternes. Mais bon, moi je ne suis pas contre la reddition des comptes, mais je suis contre la chasse aux sorcières. On a vu ce qui s'est passé hier avec la Diop qui a voulu sortir du territoire. Malheureusement, on l'a pas empêché. Est-ce que véritablement c'est la chasse aux sorcières? Parce que la Diop n'a pas été enfermée. On lui a tout simplement demandé d'attendre. Sur quelle base légale? Est-ce qu'on peut empêcher quelqu'un de vaquer à ces situations sans aucune base légale? Est-ce qu'il n'a pas de dossier à la justice? C'est ça. Vous savez, la non-sortie du territoire doit être justifiée par un... Il était l'ancien directeur de la LONASE. J'ai compris ce que vous voulez dire. Ouais. Vous savez, la non-sortie du territoire doit être justifiée par un papier. Il n'y a absolument rien qui le justifie. Il n'y a aucun juge qui lui a dit de ne pas sortir du territoire. C'est juste voulu par qui, je ne sais même pas qui a donné l'ordre. Mais en fait, ça n'a pas de base légale. C'est injuste en fait, quoi. Tu ne peux pas empêcher quelqu'un de vaquer à ces justifications juste parce qu'il y a une enquête en cours. Certes, même s'il y a une enquête en cours, qu'est-ce qui justifie ça?
ça doit au moins être signé par un juge. Ok. D'accord. Alors, parlons de toute autre chose. En venant tout à l'heure dans le studio, nous avons eu comme information la hausse encore des denrées de première nécessité. Le riz a augmenté et certains denrées de première nécessité. Alors, c'est quoi le problème? Pourquoi? Parce que même on a vécu ça avec le président Macky Sall. Il avait diminué les denrées de première nécessité. Et ensuite, à un certain moment, c'est une flambée générale. Alors, on constate également avec ce nouveau régime, le régime du président Bassirou Diomaye Faye. Et bon, on avait apprécié tout juste la diminution. Mais ce qu'on constate réellement sur le terrain, que les prix commencent à flamber, à augmenter maintenant. Abdou, quels sont les est-ce qu'il y a une seule promesse électorale que le président Diomaye a exaucée? Il n'y en a pas. Mais ils viennent tout juste d'arriver. Non, attends, d'accord. Ils n'ont même pas fait 5 mois. D'accord, ils viennent d'arriver, mais c'est eux qui nous disaient qu'ils vont régler les problèmes des Sénégalais en moins de 100 jours. En moins de 100 jours. 100 jours. C'est eux qui disaient ça. Ça, c'est pas une utopie, ça. C'est juste des slogans électoraux ou bien des slogans, comment dirais-je, enfin, c'est des bobards, c'est des leurres en fait, c'est ça que je veux dire. La montée des denrées de première nécessité, le riz comme vous le dites, tu peux pas par exemple diminuer 15 francs et dire que c'est une grande chose. Les Sénégalais, ils vivent au jour le jour. Si tu diminues 15 francs, qu'est-ce que ça peut faire pour quelqu'un? Ça peut pas influencer, ça n'influence en rien. Parce que le Sénégalais, ça ne se peut pas me dire, hein, tu sais, 75% des ménages, ils vivent au jour le jour. Tout à fait. C'est-à-dire parce que les gens s'activent dans le secteur informel. C'est ça. Ouais. Du coup, 15 francs ou 25 francs, c'est absolument rien. Ça ne change pas le quotidien du Sénégalais, ça ne change pas le quotidien du Gorgoro. Mais il fallait poser un acte d'abord et essayer ensuite de... C'est cet acte qui nous a mené à encore à lever à la hausse de ces prix-là. C'est ça. Je pense que c'est juste des promesses électorales qui n'arrivent pas à... Mais quel est le véritable problème? Est-ce que c'est parce que nous ne maîtrisons pas les prix ou bien ça dit que l'économie du Sénégal dépend trop de l'extérieur et que c'est l'extérieur qui fixe ces prix? Vous savez, je vais te donner un exemple. Est-ce que ça, c'est pas une réelle réalité, une vraie réalité? Hier, l'actuel ministre des Affaires étrangères allait commander du blé à Poutine. Quand Macky Sall a pris son bâton de pèlerin pour aller plaider, pour aller en Ukraine, je pense, pour aller en Russie pour parler avec le président Poutine, il y a eu une tollée. Le Premier ministre Sonko a fait des tweets, il a traité de toutes les noms d'oiseaux le président Macky. Et pourtant hier son ministre des Affaires étrangères allait là-bas parler de n'importe quoi devant Poutine juste pour commander du blé, je sais pas. C'est ça que je te dis. Vous savez, tu peux pas. Il y a des choses, c'est pas toi qui les maîtrises. Il y a le blé, c'est pas cultivé au Sénégal. Ouais. Ni en Afrique, ni en Afrique. Il y a des choses, c'est pas toi qui les maîtrises. Il y a la guerre en Ukraine qui va forcément influencer les prix. Le président Macky, il avait l'honnêteté de dire ça. On ne peut pas maîtriser certains prix avec la guerre en Ukraine. Le président Sonko lui a traité de tous les noms d'oiseaux. Aujourd'hui, c'est eux-mêmes, avec son ministre des Affaires étrangères, qui est allé commander du blé chez Poutine. Mais est-ce que la solution, est-ce qu'on peut pas changer notre mode de vie? En revenir avec le fondé électoral peut-être. Essayer de consommer local.
pour pouvoir résorber ce sont des alternatives. Mais moi, je suis originaire de Dagana, tu sais, dans la vallée du fleuve, là-bas, il y a la terre. Mais il y a une potentialité c'est énorme. Il y a la terre, nous avons de l'eau 12/12. Ce sont des pistes de réflexion qu'il faut peut-être explorer. Alors, la vallée du fleuve, la Casamance, on ne devait pas avoir ce problème-là. C'est comme ça. En plus de tout ça, nous avons une main d'œuvre. Mais tout ce retard-là, est-ce que c'est pas ce régime-là? C'est depuis l'indépendance jusqu'à nos jours. Est-ce que les autres, les gens qui ont précédé ce régime ont bien travaillé dans ce sens-là? Tu sais, là-bas, ce sont des projets qui doivent être faits à long terme. Il y a des choses, ça ne peut pas se régler à 5 ans ou 10 ans. C'est des choses qui doivent se régler dans 20 ou 30 ans. C'est-à-dire qu'il faut avoir des projets à long terme. Nous avons la chance d'avoir une population qui est hyper jeune, hyper travailleur, des jeunes qui en veulent. Je pense que s'ils sont impliqués et s'ils sont sensibilisés à la manière, s'ils sont sensibilisés par rapport à ça, on peut faire d'excellentes choses. Okay. Et l'agriculture? Est-ce que l'agriculture pratiquée au Sénégal, on ne doit pas changer la manière de faire notre agriculture? Parce que l'agriculture est trop traditionnelle. Est-ce que c'est pas ça qui nous retarde également? On doit moderniser ça. Tu sais, si tu vois pourquoi beaucoup de jeunes ne s'intéressent plus à l'agriculture, les gens disent que en fait, c'est un travail qui est fatigant, qui est épuisant à la limite. Parce qu'on n'a pas réfléchi sur la modernisation. Et ça ne produit rien du tout. En fait, la production, elle est maigre. Oui. Si c'est traditionnel, la production est forcément maigre. Il va falloir industrialiser, il va falloir trouver des pistes de solutions. Il va falloir réfléchir sur la manière dont on doit industrialiser beaucoup plus l'agriculture. Ça a déjà commencé avec le président Wade qui a eu à financer beaucoup d'agriculture industrielle. Mais bon. Mais les jeunes qui quittent le Sénégal pour partir en Europe, en Espagne plus particulièrement, mais ils s'activent dans l'agriculture là-bas. Avec une agriculture moderne. Avec une agriculture moderne. Effectivement. Alors, vous quittez, vous refusez l'agriculture de votre pays et que vous allez en Europe avec toutes les difficultés rencontrées sur le chemin. Arrivé en Europe, vous rejoignez les champs de maïs. Alors, ce que vous refusez dans votre pays et vous l'acceptez dans un autre pays, alors ça vous dit quoi ça en tant qu'acteur politique? Alors, en tant qu'acteur politique, c'est désolant. Je pense que nous avons une population qui est hyper jeune, travailleur, mais ils doivent être beaucoup plus conscientisés. Pourquoi nous devons... Est-ce que nos politiques n'ont pas failli? Est-ce que les politiques n'ont pas failli? C'est possible. Je pense que nous devons beaucoup plus penser à fixer nos jeunes ici, au pays. Malheureusement, les gens sont en perpétuelle perte de prendre l'avion ou aller explorer d'autres horizons. C'est malheureux aussi. Il faudra y penser. Je pense que même dans le programme fondamental du PLD, nous en avons parlé pour l'agriculture moderne, faire en sorte que le jeune se soit chez lui, le jeune puisse travailler, plus travailler ici, la terre, pourquoi pas, parce que nous avons des terres cultivables, nous avons l'eau, nous avons beaucoup de potentiel. Il va falloir beaucoup plus penser à fixer le jeune. Comme je te l'ai dit, ce sont des projets qui doivent se faire à long terme, pendant 15-20 ans. Ce n'est pas des choses qu'on peut réussir du jour au lendemain. Ok. Alors, M. Diop, nous avons constaté ces temps-ci qu'il y a une recrudescence des accidents, mais également il y a une recrudescence des tueries. On ne passe pas un jour sans entendre une tuerie. Vous savez, c'est malheureux d'abord. Oui. Parce que vous savez, je pense que les parents ont failli dans certains côtés. Ça, c'est la responsabilité de chacun. Il y a des choses,
ce n'est pas à l'État l'État peut en faire certaines choses par rapport à la sécurité des citoyens, mais l'État ne peut pas mettre chaque policier, tu peux pas prendre un citoyen et mettre chaque policier ou bien chaque devant lui, c'est impossible. Je pense que aussi les parents doivent veiller beaucoup plus à l'éducation de leurs enfants. Vous parlez de l'éducation de base. L'éducation de base qui se passe à la maison. L'éducation, il faut retourner à l'éducation religieuse. Mais les parents n'ont plus le temps. Ils quittent le matin et reviennent le soir. C'est ça le véritable problème. Ils n'ont pas le temps de discuter avec les enfants. Mais vous savez, pour l'éducation de ces enfants, il va falloir se sacrifier. Ça, c'est la responsabilité de chacun. Okay. Mais aussi, il va falloir aussi que le gouvernement pense à réguler les réseaux sociaux, parce qu'il y a beaucoup de choses néfastes qui se passent sur les réseaux sociaux. Ouais. Parce que le président Macky Sall avait pris des mesures en restreignant certains sites, ou bien en restreignant certaines applications. Mais bon, les gens en ont déduit qu'ils voulaient en finir avec la liberté des gens. C'est malheureux, mais je pense que si c'est vraiment nécessaire pour protéger son peuple, ça en vaut la peine. Okay. Le président Alioune Tine, vous le connaissez, n'est-ce pas, de Jom Center. Alors, parle de confusion du rôle au sommet de l'État. Il en a parlé cette semaine. Alors, il dit qu'on le veuille ou pas, c'est Sonko qui gouverne. Ce qu'il veut dire par là, le PM éclipse complètement le président de la République. Alioune Tine, il n'a fait que dire tout haut ce que les Sénégalais pensent tout bas. Chacun sait que c'est Sonko qui dirige le pays. Demain, il est juste là au palais juste pour faire ses voyages et être un figurant. Mais ce n'est pas lui qui dirige le pays. Ça, tout le monde le sait. La preuve, il y a le DPG. S'il n'a pas le courage de dire à son premier ministre d'aller faire son DPG, qu'est-ce qu'on y peut? C'est lui qui dirige le pays, c'est lui qui dirige en main de fait le pays. Mais il y a une réplique, parce que la réplique ne se fait pas attendre. El Malick Ndiaye a dit que Sonko est dans son rôle. C'est-à-dire qu'on n'avait pas l'habitude de voir un premier ministre qui joue véritablement son rôle. Sonko, il a son agenda à lui. Son agenda à lui, c'est lui qui se prend déjà pour lui. Mais il est le chef du gouvernement, donc il doit être vu, il doit coordonner les activités du gouvernement. C'est pas au rôle du président de la République. Être le chef du gouvernement, ça ne signifie pas que tu vas tout le temps mettre les pieds dans le plat pour éclipser ton président. Non, tu ne dois pas éclipser ton président. Tu dois l'épauler, pas l'éclipser. Je te donne un exemple. Quand le président Diomaye est parti en France, automatiquement Sonko a écrit pour parler de Thiaroye Karenga. Moi, je dis que c'est fait à dessein. Parce qu'il veut à tout prix éclipser le président Diomaye. Il veut à tout prix qu'on parle de lui. C'est simple. Pourtant, en France, le président Diomaye, il faisait de la diplomatie, il faisait des relations internationales, beaucoup de choses. Il est en train de mettre les pieds dans le plat. À la limite, moi je me dis que c'est fait à dessein. Il a son agenda à lui. L'avenir nous dira peut-être quoi l'agenda. Alors l'agenda, c'est de bien gouverner, je pense. L'agenda plutôt, c'est d'éclipser le président. C'est vous qui le dites? Ce sont les Sénégalais. Non, c'est pas les Sénégalais, mais c'est vous qui le dites. C'est M. Alioune Diop du PLD, Parti des libéraux et démocrates, qui le dit. Donc c'est sa conviction. Lors d'une rencontre avec les artistes à la primature le mardi 20 août, le Premier ministre Ousmane Sonko a révélé que le document opérationnel, ça va vous intéresser, du projet sera bientôt disponible. Qu'en dites-vous? Parce que vous en tant que membre de l'opposition, vous dites qu'il n'y a pas de projet. Le projet n'existe pas. Mais il nous a promis que le document opérationnel du projet sera bientôt disponible. Avant, on parlait de solutions, de livre solutions. Ouais. Maintenant, on parle de projet. Maintenant, on parle de quoi encore? Attends, j'aurais bien voulu que le président Ousmane Sonko, je veux le dire, le premier ministre Ousmane Sonko soit honnête envers les gens. Il dit que nous n'avons pas encore de projet de société. Nous n'avons pas. Maintenant, nous sommes des stagiaires, laissez-nous 2 ou 3 ans pour apprendre. C'est ça, il faut avoir l'honnêteté de le dire. Pourquoi ils sont stagiaires? C'est des anciens fonctionnaires, c'est des anciens inspecteurs impôts et domaines. Il y a tout un entourage derrière eux qui travaille avec eux. Ce sont des étrangers dans la mesure où ils n'ont pas de programme fondamental à proposer aux Sénégalais. Il ne peut pas te montrer un projet à long terme, un programme de développement à proposer aux Sénégalais. Ce sont des stagiaires. Il faut qu'il ait l'honnêteté de dire que nous sommes en train d'apprendre, donnez-nous 2 ou 3 ans. C'est ça. Et le projet, les Sénégalais ont confiance à ce projet-là qui a été présenté. Quel projet? Tu as lu le document de projet? Vous avez lu le document de projet?
bon, ce qu'on constate sur le terrain, que on ne peut se contenter que de ce qu'il a révélé, que le document opérationnel du projet sera bientôt disponible. Donc, quand il sera disponible, on verra que s'il y a vous savez, pendant la campagne, ils disaient qu'ils ont écrit le projet, écrit par 1400 cadres de la partie, je pense. Hein. Okay. Eux, ils nous disent que maintenant, le document n'est pas encore prêt. Maintenant, à quelle parole se fier? Vous dites qu'il y a un flou là-bas. Il y a un flou, effectivement. Ils n'ont pas de document de référence pour travailler actuellement. Ils sont en train de travailler sur les bases du PC. Ils n'osent pas le dire, mais c'est ça la réalité. Mais l'État, c'est une continuité, M. Diop. Donc, effectivement, ils ne doivent pas balayer tout ce qu'a fait le président Macky Sall. Vous savez, le ministre des Transports, il a dit que l'autre jour, il a fait un lapsus, il a dit l'ancien État. Il n'y a pas d'ancien État. L'ancien gouvernement, ça peut se comprendre, mais l'ancien État, ça ne se dit pas. L'État est une continuité. C'est un lapsus, ça. C'est fait à dessein, bien par ignorance. Je ne sais pas. Ok. Alors, M. Diop, nous sommes presque à la fin de notre émission. Quel est votre dernier mot? Bon, d'abord, c'est un appel que je fais à mes frères libéraux et démocrates de s'unir. Vous savez, le moment est important. C'est le moment exact pour s'unir, pour unir nos forces d'abord, pour faire face à ce régime de populistes et de démagogues. Voilà. Merci de toute façon d'être venu. C'était un plaisir immense de vous recevoir sur cette antenne, sur la 98.7. Nous remercions au passage votre leader, le président Omar Sarr, ancien ministre des Mines de votre parti et vos sympathisants. Nous remercions également le directeur de la radio, M. Abdoulaye Diop, le rédacteur en chef Moussa Niang. La partie technique a été assurée par Massamba Fall. La présentation, votre ami Abdou Diouf. À dimanche prochain pour un autre numéro. Merci. Merci Abdou.